Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Manon Lebleu et moi-même Marielle Adrian allons vous présenter un certain nombre de résultats, pas tous, qui sont issus d'une expérimentation qui a porté sur la réduction des intrants chimiques de la vigne au vin par le biocontrôle et la bioprotection. Donc je vais commencer avec la partie vigne et puis ensuite Manon prendra le relais pour la partie vin. Alors, comme vous le savez, la vigne peut être la cible de ravageurs, par exemple des vers de la grappe, ces chenilles qui peuvent entre autres perforer les baies, mais elle est également sensible à différents micro-organismes, des virus, des bactéries, mais également des oomycètes et des champignons. Et ces derniers ne sont pas du tout anodins dans la mesure où ils représentent, hors vigne, à peu près 90% des maladies des plantes. Alors chez la vigne, il va s'agir notamment du mildiou, de l'oïdium, de la pourriture grise ou encore du black rot qui, comme vous le voyez ou comme vous le savez bien, peuvent détruire complètement une récolte. Donc, dans ce contexte, il est clair qu'il est indispensable de protéger la vigne pour obtenir une récolte, de qualité et puis aussi pour éviter que les ceps ne s'affaiblissent au fil du temps et donc pour assurer leur pérennité. Alors, il est indispensable de protéger la vigne quand c'est possible. Et aujourd'hui, les fongicides, justement, qui sont utilisés contre les maladies cryptogamiques, représentent un petit peu plus de 80% des pesticides qui sont utilisés au vignoble. Donc après les insecticides et les herbicides. Alors, comme nous le savons tous, ces pesticides, en tout cas un certain nombre, posent des problèmes environnementaux et sanitaires. Et on a aujourd'hui une pression sociétale et politique de plus en plus forte pour identifier des alternatives aux pesticides, que ce soit les pesticides de synthèse ou aussi certains pesticides minéraux. Et on a une réelle évolution de la réglementation en lien. Alors la question qui se pose est est-on capable de produire à moindre impact environnemental ? Mais bien sûr, tout en maintenant un rendement de qualité, il faut quand même faire quelque chose des raisins derrière, et puis tout en maintenant aussi, et c'est important à considérer, une rentabilité économique de l'exploitation. Malheureusement, nous sommes tous aujourd'hui convaincus qu'il n'existe pas d'alternative aux pesticides et aux fongicides en particulier uniques, simples à mettre en œuvre, et que les solutions qui se profilent reposent plutôt sur l'identification et l'utilisation de différentes solutions, de différents leviers, mais qui n'auront qu'un effet partiel comparé à certains fongicides. Et il va donc falloir apprendre à les combiner et à les intégrer dans de nouveaux systèmes de culture, dans de nouveaux systèmes de production. Et donc, parmi ces leviers, le biocontrôle a aujourd'hui toute sa place. Donc, j'ai rappelé la définition du biocontrôle. C'est un ensemble de méthodes de protection des végétaux qui reposent sur l'utilisation de mécanismes naturels pour maîtriser les bioagresseurs. Alors, 4 grands types de solutions, de produits de biocontrôle ont été définis. Certains sont déjà utilisés, vous les reconnaîtrez. Il s'agit des macro-organismes, typiquement des auxiliaires, des micro-organismes, il peut s'agir de bactéries, de champignons. On a déjà, par exemple, des bacillus qui peuvent être utilisés. Les médiateurs chimiques, notamment les phéromones qui sont utilisés en confusion sexuelle, ou encore les substances naturelles, qu'elles soient d'origine végétale, animale ou minérale. Et certains micro-organismes et certaines substances naturelles sont ce que l'on appelle des stimulateurs de défense des plantes ou des SDP. Donc en France, une liste de produits de biocontrôle a été de produits donc phytopharmaceutiques, ce sont des phytos, de biocontrôle a été établie. Et il me semble important de préciser que les fongicides à base de cuivre ne figurent pas dans cette liste.
Alors, utiliser le biocontrôle, c'est bien, mais on peut se poser la question de l'efficacité de stratégies de protection par le biocontrôle et de son impact sur la qualité des raisins et du vin. Alors pour obtenir des éléments de réponse, nous avons initié un projet qui s'appelait BioVie, dont l'un des objectifs était de comparer 2 itinéraires de protection, conventionnel raisonné et biocontrôle sur les caractéristiques de baies et de mou. Donc caractéristiques, on le verra après, physiques, biologiques et métaboliques. Alors je dis biocontrôle, pourquoi ? Parce que je vous ai dit que le cuivre ne figurait pas sur la liste des produits de biocontrôle, mais nous l'avons quand même fortement réduit, mais maintenu dans les programmes de traitement qui ont été utilisés. Donc l'expérimentation a été réalisée par le Vinipôle sous la responsabilité de Florent Bidot. Donc dans une parcelle située à Lugny, une parcelle de Chardonnay, donc du clone 76, greffée sur SO4, une vigne d'à peu près une dizaine d'années. Et l'expérimentation a été réalisée en 2020 et en 2021. À maturité, nous avons fait des prélèvements de baies et de mou pour les différentes analyses, et le reste a été microvinifié. Alors tout d'abord, première question, est-ce qu'on a pu protéger les vignes ou pas? Qu'en a-t-il été de l'état sanitaire? Donc vous avez ici les notations de maladies réalisées juste au moment de la vendange, donc c'était fin septembre, avec le mildiou, l'oïdium. On a eu de la pourriture grise. Bon, on n'avait pas fait de traitement antibotrytis, mais voilà, on a eu un petit peu de pourriture grise. Et pour chaque maladie, vous avez les fréquences et les intensités d'attaque sur feuilles et sur grappes. Donc en bleu, nous avons les modalités qui n'ont pas été traitées du tout. Donc on voit que les agents du mildiou et de l'oïdium se sont bien développés sur ces vignes qui n'ont pas été protégées. Et sinon, donc, vous avez en vert la modalité biocontrôle et en rouge la conventionnelle. On voit que la protection qui a été conférée par la modalité biocontrôle a été moins bonne, un petit peu moins bonne que celle conférée par le conventionnel, mais tout à fait correcte. Et vous pouvez observer directement les caisses de vendange des 2 modalités. On voit que pour la modalité biocontrôle, on avait quand même un état tout à fait satisfaisant qui nous a permis d'ailleurs de faire les microvinifications. Pour la partie pourriture grise, bon, comme je vous l'ai dit, pas de traitement spécifique et pas de différence entre les modalités. Ensuite, pour les caractérisations, donc à chaque fois, on a comparé les 2 itinéraires de protection, biocontrôle et conventionnel. Tout d'abord, on s'est dit, est-ce que, qu'en est-il de l'état de surface des baies, caractérisation physique. Donc, nous avons prélevé des baies, nous les avons observées au microscope par 2 approches, en confocale et en électronique à balayage. Donc, on voit ici quelques observations. Nous n'avons pas pu observer de différence, en tout cas concernant l'état de surface, entre les 2 itinéraires de protection. Autre caractérisation, cette fois-ci, celle des populations microbiennes. Donc une caractérisation biologique qui s'est faite, pour ceux qui connaissent un petit peu, par métagénomique. On est allé voir si nos stratégies de protection avaient un impact sur les populations microbiennes présentes à la surface des baies, donc dites épiphytes, et on les a récupérées, si je puis m'exprimer ainsi, en rinçant les baies, et puis on le verra après, endophytes à l'intérieur des baies, et là nous avons fait les analyses sur mou. Donc, vous avez ici les résultats obtenus pour la diversité épiphyte, pour les bactéries et les champignons, en 2020 et en 2021, et à chaque fois avec nos 2 modalités. Donc, première conclusion, pour nos 2 modalités, on avait les mêmes ordres
microbiens présents. Hein, donc à chaque ordre correspond une couleur bien spécifique. Donc on voit qu'on a la même gamme de couleurs. On a juste quelques modulations dans les abondances relatives. On a également les mêmes ordres majoritaires, que ce soit au niveau des bactéries, les burkholzeriales, ou au niveau des champignons, les dotidéales. Par contre, on a un très fort effet millésime, hein, et notamment ici pour les bactéries. Pour ce qui est maintenant de la diversité microbienne endophyte au niveau des mous, eh bien, même conclusion. Les mêmes ordres sont présents, hein, on n'a pas des ordres en plus ou en moins en fonction des stratégies de traitement. Mêmes ordres bactériens et fongiques majoritaires et un effet millésime également observable. Enfin, pour en terminer avec la caractérisation biologique, nous avons les moyens d'apprécier la diversité spécifique par ce qu'on appelle la diversité alpha ou l'indice de Shannon. Donc, vous avez les résultats ici pour la surface des baies, donc les micro-organismes épiphytes et ici endophytes au niveau des mous, pour les bactéries, pour les champignons. Et on observe, en fonction des millésimes et des micro-organismes considérés, des différences ou non entre nos différentes modalités. Quand on a des différences, elles sont souvent en faveur d'une plus grande diversité pour la modalité biocontrôle. On le voit ici, ici et ici, mais vous voyez que ce n'est pas systématique. Donc on ne peut pas tirer de conclusions claires par rapport à ça. Pour ce qui est des composés, maintenant, nous nous sommes intéressés aux protéines. Donc nous avons comparé les profils protéiques, les profils de composés organiques volatiles et les profils de composés d'une façon globale. Donc, je vous présente ici uniquement les profils globaux. Hein, donc on parle de profils métabolomiques que l'on a établis, là encore pour ceux qui connaissent, par LCMS. Donc, vous avez ici les résultats obtenus pour les mous en 2020 et l'analyse statistique des quelques 2800 composés extraits permet de discriminer très nettement la modalité conventionnelle, les échantillons de la modalité conventionnelle raisonnée, de ceux de la modalité biocontrôle. Et nous avons pu attribuer des marqueurs spécifiques à chacune de ces modalités. Ainsi, cette étude nous a permis de montrer que l'on pouvait attribuer une signature métabolique, hein, donc de composés, bien particulière, spécifique à chaque modalité de traitement aux mous qui ont été obtenus. Vous avez ici les résultats obtenus en 2021. Eh bien, là encore, même conclusion. Hein, on a eu, pour cet autre millésime, la possibilité d'obtenir des signatures métaboliques bien spécifiques. On peut retrouver l'itinéraire de protection, on peut le dire comme ça, en analysant les composés des mous. Enfin, pour en terminer avec la partie vigne, sur l'analyse des caractéristiques œnologiques classiques que l'on peut faire au niveau des mous, eh bien, là encore, on ne peut pas en tirer de conclusions claires. On peut voir ou non des différences qui ne vont pas toujours dans le même sens en fonction des millésimes. Hein, par exemple, sur 2020, on était un petit peu plus élevé en sucre pour la modalité biocontrôle. C'était l'inverse en 2021. On n'avait aucune différence de pH en 2020 et on en a eu une petite en 2021. Donc, en conclusion pour la partie vigne, on peut dire que l'itinéraire biocontrôle a montré une efficacité de protection, alors certes qui est un petit peu plus faible que celle conférée par la modalité la stratégie conventionnelle raisonnée, mais qu'on peut juger tout à fait satisfaisante et qui a permis de réaliser les vinifications et d'obtenir, Manon en parlera, des vins tout à fait corrects. Nous avons observé des variations intermillésimes dans les caractéristiques que nous avons étudiées. Et là, c'est parfaitement cohérent avec ce qui a pu être mis en évidence par d'autres types d'expérimentations en conditions de vignoble.
Nous avons pu discriminer nos 2 itinéraires de protection sur la base d'approches métabolomiques et nous avons pu attribuer des signatures bien spécifiques à chacune des modalités et nous n'avons pas pu mettre en évidence de problèmes ciblés particuliers associés à la stratégie bio-biocontrôle. Toutefois, comme je vous le disais, le biocontrôle est certes un levier pertinent pour diminuer l'utilisation de certains pesticides, mais il faut bien garder en tête que l'effet pourra être partiel certaines années, l'efficacité ne pourra être que partielle certaines années, et qu'il faut apprendre à le combiner avec d'autres approches pour gagner en efficacité. Voilà, je vais laisser la parole à Manon pour la partie 20. Donc, comme vous l'a présenté Marielle pour la partie vigne, moi je vais vous parler de réduction des intrants pour le partie vin, cette fois, et notamment des alternatives aux sulfites qu'on utilise lors de la vinification pour leurs propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et antioxydasiques. Donc, il existe plusieurs méthodes qui sont à disposition et aujourd'hui, on va vous parler d'une méthode microbiologique qu'on a utilisée en étape préfermentaire, c'est la bioprotection. Donc pour définition, la bioprotection, c'est l'ajout de micro-organismes qui sont vivants et qui ont été sélectionnés pour empêcher le développement de flore d'altération. Donc sur le marché, il y a déjà des souches commerciales comme Torula spora delbrecki et des souches de Mechnikovia pulcherrima ou fructicola. Donc la bioprotection, ça a déjà été prouvé comme étant efficace pour protéger contre les déviations microbiologiques. Mais au final, on ne sait pas trop l'impact que ça a sur la caractéristique du vin. Il y a quelques retours sur l'impact sensoriel, mais très peu sur la caractérisation en fait fine de la composition du vin. Donc c'est ce qu'on a voulu étudier ici. Donc pour reprendre d'où en était Marielle, dans la même parcelle, avec 2 zones traitées différemment côté vigne, on a obtenu 2 moûts, et chacun des moûts a été traité avec 2 itinéraires de vinification différentes. Chaque moût a été traité soit avec des sulfites, soit avec de la bioprotection, Mechnikovia pulcherrima dans notre cas, pendant 24 heures en étape préfermentaire, et après débourrage, les mêmes conditions de vinification ont été appliquées, la même souche de Saccharomyces cerevisiae et la même souche de Nococcus heni. Donc à la fin de l'expérimentation, on a obtenu 4 cuves sulfitées et 4 cuves bioprotégées. Donc dans cette partie, on a vraiment voulu voir l'impact du traitement du moût, donc on n'a pas pris en compte le traitement vigne dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc au final, on a obtenu des moûts sulfités et des moûts bioprotégés, et on a voulu étudier la différence entre ces 2 vins. Donc déjà, c'est pas présenté ici, mais on a bien vérifié qu'il n'y avait pas de déviation microbiologique et que dans le cas de la bioprotection, on avait une bonne implantation de notre agent bioprotectant. Donc pour étudier les différences entre ces vins, on a fait plusieurs types d'analyses. Des analyses physico-chimiques comme l'analyse des paramètres œnologiques classiques, la capacité antioxydante et le dosage de composés phénoliques. Ensuite, on est allé un peu plus loin en faisant une analyse métabolomique non ciblée pour vraiment voir la composition dans le vin des composés non volatiles. Et on a fini par une analyse sensorielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les résultats de 2021 pour que ça soit plus simple. Donc déjà, on a commencé avec les paramètres œnologiques classiques. Donc vous pouvez voir les valeurs à l'écran. Et en fait, il n'y avait pas de différence dans les paramètres œnologiques classiques entre les 2 traitements sur le vin final. Ensuite, on sait que le SO2, ça a une capacité antioxydante. Donc on a réalisé une analyse des ppH qui va fournir une valeur qui s'appelle le C20 et qui est liée à la capacité antioxydante des échantillons. En fait, plus la valeur est faible, plus la capacité antioxydante est élevée. Donc on a appliqué cette analyse sur nos vins et on a remarqué qu'avec la condition sulfitée, on avait une valeur de ces vins plus faible, donc une capacité antioxydante plus élevée pour les vins qui étaient sulfités. Donc ça sous-entend une meilleure protection des composés. Ces composés, il peut y avoir des composés phénoliques. Donc on en a dosé quelques-uns au laboratoire. Donc là, on s'attend à ce que les composés soient moins bien protégés par la bioprotection, car on sait qu'elle n'a pas un rôle suffisant, comme le SO2, pour la protection de l'oxydation enzymatique. Donc là, vous pouvez voir les teneurs que nous avons obtenues pour chacune des conditions. On obtient des teneurs globalement habituelles dans les vins blancs. Et quand on compare entre les 2 traitements, on remarque qu'on a une concentration plus élevée de ces composés quand on a utilisé les sulfites plutôt que la bioprotection.
Donc ça veut dire que les composés ont été mieux protégés avec les sulfites et qui confirment en fait le rôle insuffisant de la bioprotection dans la capacité anti-oxydasique et que du coup il faut protéger son mou de l'oxygène quand on utilise de la bioprotection. Donc on a vu quelques différences dans les paramètres dans les composés phénoliques, pas de différence sur les paramètres œnologiques classiques, mais en fait ça c'est pas suffisant pour évaluer l'impact du changement de traitement. Donc on a utilisé une méthode de haute résolution qu'on appelle la spectrométrie de masse, dont Marielle a parlé. Et cette analyse en fait va permettre de faire une photo à un instant T de la composition et de la diversité chimique du vin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une analyse métabolomique non ciblée, et on va détecter tous les composés qui sont présents, connus et inconnus. Et pour les caractériser, on peut étudier leur composition élémentaire, ça veut dire les atomes qui constituent ces composés. Donc on va pouvoir discriminer les composés carbonylés, comme les sucres, les composés azotés, comme les acides aminés, les composés azotés soufrés, par exemple il y a le glutathion, et les composés soufrés, comme certains thiols. En plus de ça, on va pouvoir déterminer la famille de ces composés. Donc en utilisant les ratios des différents éléments dans la composition des composés, on va pouvoir représenter sur un graphique de l'hydrogène sur le carbone en fonction de l'oxygène sur le carbone les composés. Et en fait, c'est juste en fonction de leur position sur le graphique, on pourra dire ce composé c'est plutôt un glucide et celui-là c'est plutôt un lipide. Donc on va pouvoir avoir ce niveau d'information en utilisant la spectrométrie de masse. Donc ça, c'est les résultats qu'on a obtenus avec les mous dans notre étude. Donc on a pu extraire 4000 composés. Et quand on représente nos échantillons selon l'intensité de ces composés, on voit qu'on a une discrimination, une séparation des échantillons selon le traitement du mou. Donc au final, même si on n'a pas vu d'impact sur les paramètres œnologiques, il y a un impact du traitement du mou sur la composition du vin. Donc là, on sait qu'on a une différence, mais finalement, quels sont les composés qui permettent de différencier ces deux traitements ? Donc pour ça, on a fait des analyses statistiques et on a mis en évidence pour chacun des traitements les composés qui étaient plus présents quand on appliquait tel ou tel traitement. Ces composés, on appelle ça des biomarqueurs. Et dans notre étude, parmi les 4000 composés, il y en avait 600 qui étaient plus présents quand on utilisait les sulfites et 364 quand on utilisait la bioprotection. Donc on voit l'impact du traitement et notamment que les sulfites vont favoriser la présence de plus de composés que la bioprotection. Donc ensuite on peut aller encore plus loin et regarder la composition avec le type de graphique que je vous ai présenté précédemment. Et là, en fait, on va mettre en évidence ce qu'on appelle une empreinte ou une signature métabolomique des traitements. Donc c'est juste visualiser les composés qui sont plus présents quand on utilise tel ou tel traitement. Donc à chaque fois, on va voir les composés spécifiques à ces traitements. Par exemple, pour la bioprotection, vous avez le composé fléché bleu qui est favorisé quand on met de la bioprotection, qu'on ne retrouve pas pour les sulfites. Et inverse, pour les sulfites, on a ce composé vert qui est un composé soufré qui ne va pas être présent quand on va utiliser de la bioprotection. Donc après, on peut regarder les différentes proportions de ces composés. Donc là, on voit par exemple pour la bioprotection, dans les composés qu'elle va favoriser, il y a une grande part de composés CHO, c'est des composés carbonylés, qui peuvent potentiellement correspondre à des lipides. On a aussi une bonne part de composés en jaune, qui sont des composés azotés. Et du côté des sulfites, ce sont aussi les composés azotés qui sont favorisés quand on applique ce traitement. Donc au final, si on regarde l'azote, le changement de traitement va impacter les composés azotés sur la quantité qu'on va avoir dans les vins. Côté sulfite, on a aussi une plus grande part de composés azotés dans les composés qui sont favorisés. Mais ça, c'est plutôt normal. Vu la nature du traitement, on va rajouter du SO2 et du coup du soufre. Donc là, on sait qu'on a une différence entre les deux traitements. Après, on peut se demander d'où vient la différence. Donc quand on regarde les études précédentes, qui ont déjà comparé chacun des traitements avec pas de traitement, il y avait des grosses différences métabolomiques entre on ajoute des sulfites ou on n'en ajoute pas. Par contre, quand c'était au niveau de la bioprotection, il n'y avait pas tant de différence que ça entre bioprotection et pas bioprotection. Donc au final, les différences que nous, on a vues entre bioprotection et sulfite, ça viendrait plutôt du fait d'ajouter ou de ne pas mettre de sulfite. Donc le traitement du mou, et notamment les sulfites, on sait que ça a un impact sur les réactions chimiques qui vont se produire dans le vin et sur le métabolisme des micro-organismes. Et pour ça, pour étudier quel est l'impact dans notre cas, les biomarqueurs qu'on a identifiés, on peut connaître leur identité et les replacer dans le métabolisme de la levure. Donc on va pouvoir étudier des voies de biosynthèse,
Donc ça, c'est la voie de biosynthèse des acides aminés. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais la seule chose qu'il faut voir, c'est que les points, c'est des composés, et les flèches, c'est des réactions métaboliques qui vont permettre de passer d'un composé à un autre dans la levure. Et sur ce type de graphique, on va pouvoir mettre en couleur les composés qui sont favorisés par tel ou tel traitement. Donc en rouge, vous avez les composés qui sont favorisés lorsqu'on va mettre des sulfites, et en vert, ceux qui sont favorisés quand on va mettre de la bioprotection. Donc au final, on voit qu'il y a certains composés qui sont favorisés par tel ou tel traitement, et qu'au final, selon le traitement qu'on va mettre, on va changer les voies métaboliques dans la levure, et qui vont en fait conduire à la production de certains composés différents selon le traitement qu'on va appliquer. Par exemple, en plein milieu, vous avez la méthionine, qui est favorisée quand on met des sulfites, et ça, on peut l'expliquer, parce que la méthionine, c'est un acide aminé soufré, et on sait que la levure, quand elle est stressée avec du SO2, elle va incorporer le SO2 dans la voie de biosynthèse des acides aminés, et elle va produire de la méthionine. Donc voilà ce qu'on cherche à étudier à travers les voies métaboliques. Donc là, on a étudié le métabolisme, les métabolites, les composés non volatiles, mais après, on a voulu savoir quel est l'impact au niveau sensoriel. Donc pour ça, on a fait appel à un panel d'évaluation sensorielle, et on leur a demandé d'évaluer nos vins sur toute une liste de descripteurs pour faire les profils sensoriels des différents vins. Donc en rouge, vous avez le profil des vins sulfités et en vert, les profils des vins bioprotégés. Donc on voit qu'au final, les profils sensoriels sont quand même très similaires selon les deux traitements. Il y a quelques différences qui étaient perceptibles, mais en fait ces différences sont de très faible intensité pour acidité et autres défauts. Parce qu'en fait on était à moins d'1 point sur une échelle de 10. Donc au final on peut conclure que substituer les SO2 par la bioprotection, ça n'a pas un très fort impact sur le profil des vins. Donc au final, dans notre étude, nous avons substitué le SO2 par de la bioprotection. On savait que la bioprotection, ça marchait contre les développements de flore d'altération, on l'a confirmé ici. Par contre, on avait très peu d'infos sur l'impact des caractéristiques du vin. Donc c'est ce qu'on a étudié ici. On a vu qu'il y avait un impact sur la capacité antioxydante, mais en fait cet effet était millésime dépendant, parce que ce que je vous ai présenté en 2021, on ne l'a pas retrouvé en 2020. Donc l'effet millésime a l'air d'être plus fort que l'effet traitement. Et l'originalité de ce travail, c'est qu'on a vu des modifications, des vraies transformations dans la composition du vin selon le traitement, au-delà de la protection microbiologique. Et en fait, ces modifications profondes dans la composition, elles ne se sont pas reflétées sur les paramètres œnologiques classiques et le profil sensoriel. Donc ça, ce sont les conclusions de notre étude. Et on pourrait aller plus loin. Donc en perspective, on pourrait refaire les mêmes analyses, mais plus loin dans le temps, après plusieurs années, et savoir si on retrouve les mêmes différences, si on retrouve d'autres différences, et à quel niveau sont ces différences. Bien, alors juste quelques mots pour remercier les collègues qui ont réalisé ce travail, que ce soit au sein de mon équipe, l'équipe immunité de la vigne de l'UMR agroécologie, donc à Dijon, l'équipe de Manon, c'est l'équipe Valmis de l'UMR procédés fermentaires et microbiologiques. Notre collègue Jordi Ballester, qui a donc l'UMR, Centre des sciences du goût et de l'alimentation, qui a géré les dégustations. Et puis l'appui du Vinipôle, de plateformes, que ce soit de plateformes dijonnaises, la plateforme de microscopie, la plateforme DIVA. Et puis c'est un travail, une étude qui a été financée par la région Bourgogne-Franche-Comté et le FEDER, et qui a été également soutenue par les œnologues de France et la chaire Culture et Tradition du vin de l'Université de Bourgogne. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Donc, merci pour cette présentation très complète. Je n'ai pas tout compris, mais j'espère l'essentiel. Moi, j'avais une question sur finalement sur la partie biocontrôle. Si utiliser simultanément moins de soufre et un système de biocontrôle, ce que vous n'avez pas étudié puisque vous avez séparé les deux, est-ce que c'est pas qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez expérimenter? Parce qu'il y a quand même une transformation, vous l'avez expliqué, du profil chimique du vin, donc on ne sait pas dans le temps comment il va évoluer. Donc, est-ce que ça peut être une solution à terme, ce genre de choses, ou est-ce que l'un va polluer l'autre?
Alors, donc vous voulez dire d'une part biocontrôle et après bioprotection, c'est ça? Alors en fait, c'était l'objet premier de cette étude, c'est-à-dire qu'on se biocontrôle et sulfite, Ouais. voilà. Justement, c'était l'objet de cette étude, c'était de se dire, on pousse pour des alternatives d'un côté au vignoble et puis d'un autre côté en cuverie. Est-ce que finalement les deux sont compatibles et est-ce qu'on peut voir des différences? Donc Manon a présenté une partie des résultats seulement aujourd'hui. Ce qui est à compléter, mais on a déjà les données, c'est de comparer les 4 vins qui ont pu être obtenus. Ça a été fait, que ce soit au niveau du métabolome ou au niveau de la dégustation. Donc, au niveau de la dégustation, je vais commencer par ça. Concrètement, sur le profil sensoriel, de mémoire, il y avait juste une petite différence. C'est celle qui a été montrée là, d'ailleurs, sur certaines notes aromatiques, fruits exotiques en particulier, je crois, mais seulement pour une modalité, pas les autres, et c'était une différence très, très minime. Après, pour en revenir à votre question, plus précisément, quand on fait des profils métabolomiques, c'est de par le très grand nombre de composés que l'on est capable de détecter, je ne dis pas forcément identifier, mais de détecter, tu me reprendras s'il faut sur la métabo, et de par la puissance que l'on a en analyse statistique aujourd'hui, et encore quand je dis qu'on a beaucoup de composés, on n'est pas capable de tous les détecter, il n'est pas rare de discriminer les différents échantillons, les différentes modalités. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on voit des différences que ça aura forcément un impact derrière. Et s'il y a un impact, il peut être positif ou négatif. Donc c'est un petit peu ce que disait Manon. Là, on voit des différences, mais qui ne sont pas du tout en lien avec ce qui peut être un plus ou un moins pour la qualité des vins. On reste quand même prudent parce que on ne sait pas pour le moment ce qu'il en sera du vieillissement. Donc j'ai envie de dire, à court terme, pour le moment, à la limite, les deux sont complètement compatibles, mais on a besoin de recul dans le temps. Il faut toujours rester prudent parce que voilà. Et dans 5-10 ans, on verra très certainement des différences, là encore, sur les profils métabolomiques, mais ça ne veut pas dire qu'on aura des risques d'altération plus élevés. Mais voilà, il faut rester humble et ça reste à vérifier dans le temps. Bonjour, avez-vous des résultats concernant la stabilité protéique entre les deux modalités? Non, vous ne l'avez pas fait Donc non, c'est pas... Moi, ce qu'on a fait au niveau des protéines, alors on a fait quand même des analyses, alors je ne parle pas de stabilité, je parle d'analyse protéomique globale, c'est-à-dire qu'on vous a montré ce que l'on avait sur des approches d'analyse de tous les métabolites qu'on pouvait détecter. On a fait pareil sur les protéines. On arrive globalement à discriminer les différentes modalités, là encore. Donc oui, les protéines, on a des différences dans les profils protéiques globaux. Maintenant, on est en train de voir ce qu'on est capable d'identifier comme protéines pour voir d'où peuvent venir certaines de ces différences. Mais voilà, je sors du cadre de la stabilité protéique. Je fais juste le lien parce que j'ai effectivement parlé de protéines. Donc ça, c'est voilà, en train on a acquis pas mal de données et puis maintenant, on les exploite au maximum. Bonjour, moi j'avais une question concernant la bioprotection, mais pendant l'élevage, est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus ou pas? Alors là, dans le cas de notre étude, on n'en a pas fait. La bioprotection a été faite uniquement en étape préfermentaire. Donc dans d'autres cas, non, on n'a pas été jusqu'à l'élevage. Mais est-ce que vous savez s'il y a des recherches là-dessus en ce moment ou pas du tout? Alors pas au laboratoire, on n'en est pas à cette étape. Après, il y a des recherches de différentes souches de Nococcus ou alors plutôt en étape fermentaire de l'inoculation sac-non-sac.
ou de l'inoculation de non-sac en amont, mais pas au niveau de l'élevage. Ok, merci. Pas d'autres questions ? Concrètement, sur l'itinéraire technique, vous avez testé quoi comme biocontrôle ? Alors, donc comme je le disais, on n'a pas fait que du biocontrôle, puisqu'il restait quand même du cuivre. Donc, sinon, alors grossièrement, puisque c'est Florent qui a fait les programmes, on est resté sur soufre, hydrogénate, et puis sinon, il y a eu un petit peu de bacillus aussi. Alors après, ça dépend des stades et des années. Et puis sur les phosphonates qui ont été assez récurrents également. Donc j'ai envie de dire, pour faire simple, milieu cuivre phosphonate, mais le cuivre en dose très réduite et pas forcément les mêmes formes de cuivre utilisées. Et puis en oïdium, soufre et hydrogénocarbonate. Voilà. Il y a eu un petit peu de bacillus, amyloliquéfaciens aussi, mais de façon assez restreinte. Donc après, je peux les montrer rapidement. Donc voilà, en gros, les traitements qui ont été réalisés. On était, je passe vite fait parce que c'est, mais le calendrier est tout à fait accessible. C'est Florent qui l'a fait, et on était à peu près sur une moyenne de 13 traitements en IFT. 13 IFT, on était sur des IFT de 13 en 2021, et puis alors il y avait 13 et 13,5 en gros en moyenne, et de mémoire 11 en conventionnel et 14 en biocontrôle sur l'année 2020. Mais voilà, avec ce cuivre qui, voilà, on a encore un petit peu de mal à se passer du cuivre pour le moment. On est plutôt sur des réductions de doses. Et puis, on n'a pas forcément travaillé sur des millésimes qui ont été très cléments en termes de pression maladie. Donc, on était quand même content d'avoir une récolte et puis de pouvoir faire l'expérimentation. Mais voilà, sur les témoins non traités 2020, je n'ai pas présenté les photos, mais... les grappes sont complètement oïdiées, il n'y avait plus rien à en tirer. Bien, à nouveau, merci pour votre présence et pour votre attention. Et si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Vous devez avoir nos coordonnées quelque part.